Bien, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de la chaire Franqui au titre belge décerné par Jean Blou Agrobiotech U-Liège au professeur Philippe Dubois de l'Université de Mons. La forme de cette leçon inaugurale de cette chaire Franqui a dû être adaptée à la situation sanitaire actuelle. Elle est organisée en mode physique, en présence, pour certains d'entre vous, dans l'espace Sangor et retransmise en direct pour d'autres. Nous espérons que les 4 leçons prévues en octobre et novembre prochains pourront correspondre à des moments de partage plus conventionnels et un peu plus en phase avec nos habitudes de proximité à la mode jean-loutoise. Philippe Dubois, la force d'un ancrage territorial. Né à Charleroi, esbignon habitant près de Waremme, il acquiert une licence en chimie à l'UNAMUR, puis rejoint l'U-Liège pour réaliser une thèse de doctorat avant d'y être nommé chercheur qualifié du FNRS. Ensuite, Philippe Dubois est engagé comme chargé de cours à l'université de Mont-Sénéno. Il y fonde le service des matériaux polymères et composites dans le cadre du pôle d'excellence Materia Nova. Professeur ordinaire en 2003, il enseigne la chimie organique, macromoléculaire et industrielle, mais aussi l'ingénierie et la technologie des matériaux polymères et composites. Il décide d'orienter ses recherches en chimie verte, en particulier en se focalisant sur les biopolymères. Philippe Dubois, c'est aussi la beauté des réalisations. Je ne vous en cite que quelques-unes. Une participation active et constante pour le collectif, directeur du département de chimie, vice-doyen de la faculté des sciences, conseiller du recteur, vice-recteur à la recherche, puis recteur de l'UMONS. Identifié comme scientifique expert en matériaux sur la décennie 2000-2010 par Thomson Reuters, 18e place mondiale, 5e européenne, 1er belge. Aussi, il fait partie du top 2% des World Scientists publiés par le Stanford University et dans le top 0,2% en Polymer Science en 2020. Lauréat du prix quinquennal du FNRS en sciences exactes appliquées. Près de 800 publications internationales, plus de 70 brevets, et un indice H à 3 chiffres. Philippe Dubois, c'est également la sagesse, partagée à travers un rayonnement international comme professeur, visiteur ou invité, à l'Université d'État du Michigan, à la King Abdullah University of Science and Technology en Arabie Saoudite, à l'Université de Zhejiang à Hangzhou, à l'Institut Royal de Technologie à Stockholm, à la Polish et à la Russian Academy of Sciences. À côté de l'adepte des sciences dures, Philippe Dubois, c'est aussi l'humain et les relations sociales dans les activités de recherche et d'enseignement, mais aussi dans les activités citoyennes. Au niveau sociétal, dont le sport local, le basket en particulier, sans oublier l'humour et les bons mots au bon moment. Son message du jour, le combat de nos universités face à la pollution par les plastiques. Un titre digne d'un chevalier des temps modernes. En effet, cette thématique nous indique qu'il faut sans cesse reprendre le travail pour bâtir l'avenir, puisque rien n'est définitivement acquis. J'imagine un éclairage sur nos libertés de choisir, notre conscience, en lien avec le thème de cette année académique à Jean Blou Agrobiotech, résilience et innovation. Je cède tout de suite la parole au professeur Aurore Richel pour poursuivre dans son domaine de compétences, la chimie verte, partagée avec notre titulaire de la chaire Franqui à Jean Blou cette année 2021. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, le cycle de conférences donné dans le cadre de cette chaire Franqui, attribuée au professeur Philippe Dubois, portera sur des matières omniprésentes dans notre monde quotidien. Ces matières, ce sont les matières plastiques, qui plus rigoureusement devraient être désignées sous le terme de matériaux polymères. Emballage, construction, textile, ameublement, articles de sport, automobile, domaine aéronautique ou même domaine médical, tous les secteurs de notre quotidien font aujourd'hui intervenir ces matériaux polymères. Les volumes industriels de production de ces matières plastiques sont donc larges, stratégiques et font l'objet de multiples enjeux économiques. Néanmoins, depuis quelques années, les plastiques sont montrés du doigt.
On considère que leur impact sur l'environnement est majeur. On les cible responsables de pollution des écosystèmes, d'émissions latentes de dioxyde de carbone ou même de génération de petites particules que l'on appelle des microplastiques, voire des nanoplastiques, qui peuvent même réintégrer notre chaîne alimentaire. Alors que ces débats enflamment souvent les réseaux sociaux, on oublie aussi que depuis plus de 2 siècles, les matériaux polymères sont un terrain infini d'innovation et de recherche. Pouvant être légers, antibactériens, ultra-absorbants, résistants au choc, voire même anti-feu, les matières plastiques peuvent répondre à une gamme d'exigences techniques uniques et inégalables. Contrairement à la croyance populaire, les matières plastiques ne sont pas uniquement produites à partir de pétrole. Les ressources renouvelables, telles que les matières végétales, le dioxyde de carbone ou même nos déchets ménagers, contiennent aussi une gamme de molécules qui, moyennant certaines transformations spécifiques et appropriées, donnent accès à des matériaux polymères d'un nouveau genre que l'on appelle des bioplastiques. C'est à ce titre que depuis plus de 15 ans, nous collaborons activement avec nos collègues de l'Université de Mons pour concevoir des solutions technologiques originales et prometteuses pour la sauvegarde de notre environnement. Sur le campus de Gembloux, dans mon laboratoire de biomasse et technologies vertes, les chercheurs décortiquent sous tous les angles les ressources renouvelables pour en optimiser tant d'un point de vue économique qu'environnemental l'extraction de molécules d'intérêt. Nos collègues de l'Université de Mons réassemblent ensuite ces molécules isolées pour leur conférer des architectures et des propriétés contrôlées et pertinentes. Amidon modifié, cellulose, lignine, polymères biosourcés, catalyse organique, fibres végétales, recyclage chimique sont donc autant de concepts traités au jour le jour par les chimistes de nos 2 institutions wallonnes. Je souhaite donc attirer votre attention sur ce travail synergique de haute qualité et complémentaire que nous menons. Si les attentes de la société concernant les plastiques ont changé au fil des années, notre mission est de continuer à doper l'innovation dans le secteur et à concevoir des matières plastiques toujours plus respectueuses de l'environnement et de l'homme. Il est donc évident que notre démarche collaborative perdurera encore de longues années et qu'elle se doit d'être soutenue et renforcée. C'est dans ce contexte que nous sommes heureux d'accueillir le professeur Philippe Dubois. Au travers d'un cycle d'interventions, il va nous convaincre de l'importance de la recherche et de l'innovation au sein de nos universités, dans un des domaines d'innovation porteurs et stratégiques, notamment pour notre région. Merci de votre attention et je souhaite la parole au professeur Philippe Dubois. Monsieur le doyen, Madame le professeur, Mesdames et Messieurs, ici en présence et à distance, ça fait toujours drôle. J'ai l'impression de redonner cours, comme j'ai eu l'occasion de le faire ces 2 quadrimestres passés. Je préférais vous avoir tous ici en présence, pouvoir vous saluer, et vous me connaissez, voir un petit peu après ensemble. Ça ne gâche jamais rien, surtout ici à Gembloux, n'est-ce pas, Monsieur le doyen? Merci beaucoup pour ces gentils mots. Merci aussi pour l'honneur que vous me faites, non seulement à moi, mais également à toutes les personnes qui ont collaboré, qui collaborent et qui, évidemment, continueront à collaborer à l'Université de Mons, au centre de recherche Materia Nova, centre de recherche créé il y a 21 ans maintenant, que j'ai le plaisir de co-diriger scientifiquement avec 5 autres collègues, et depuis que je suis recteur à l'Université de Mons, à présider en tant que président donc, du conseil d'administration. Mais également, Aurore, tu l'as dit, remercier toutes les personnes avec qui nous collaborons nationalement et internationalement dans ce magnifique métier qu'est celui de chercheur scientifique. Parce que quand on dit chercheur scientifique,
Les Français aiment utiliser le terme enseignant-chercheur, nous on dit chercheur ou professeur, parce que finalement, quoi de mieux que la recherche, et dans une certaine mesure, j'y reviendrai, l'innovation, que pourrait être l'outil numéro 1 de l'enseignant. La formation par la recherche est à mes yeux l'essence même de ce que doit être une institution universitaire. Et quand, monsieur le doyen, vous m'avez contacté pour me faire cet honneur, vous m'avez parlé de résilience et innovation, des mots qui percolent plus que jamais dans nos oreilles depuis le début de cette crise. Évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce mot résilience. Résilience qui, finalement, pour le chercheur scientifique, particulièrement actif dans le domaine des matériaux, désigne à l'origine la résistance d'un matériau au choc. Le fait de rebondir, du latin resilientia. Cette définition a ensuite été étendue, et c'est comme ça qu'on entend ce mot résilience assez souvent dans les médias d'ailleurs, à la capacité d'un organisme, d'un système, d'une structure à surmonter une altération de son environnement. Donc, à l'origine, la résilience est un terme de physique des matériaux, qui définit la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation, à une rupture. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ici, finalement, un des outils de notre quotidien dans nos laboratoires, l'essai dit de résilience, par le test au mouton pendule, dit le test Charpy, où on vient frapper un échantillon qu'on appelle éprouvette dans notre jargon, avec un marteau d'une certaine masse, et on détermine l'énergie absorbée par le matériau pour aboutir à sa rupture. C'est une différence de hauteur. Le marteau part de la droite d'une certaine hauteur, et ensuite, suite au choc, il va remonter, et la différence de hauteur, c'est quoi? C'est l'énergie absorbée par la rupture sur la section au niveau de l'entaille. Mais on n'est pas ici pour discuter de ça, mais ça vous montre à quel point aussi, dans le choix de termes, la recherche scientifique peut être bien présente. Résilience et innovation. On vient de définir résilience. Qu'est-ce que l'innovation? Mais l'innovation est quant à elle la recherche constante d'amélioration de l'existant, par contraste à l'invention, qui vise, elle, l'invention à créer du nouveau. L'innovation se distingue donc de l'invention, et on ne s'en rend pas toujours compte, et plus largement de la découverte scientifique, par le fait qu'elle puisse être immédiatement mise en œuvre. Il y a une connotation, une notion de temps, de temporalité. L'innovation est dès lors la capacité qui permet de trouver des solutions à des problèmes complexes qui peuvent être de nature très différente. Et c'est bien là aussi le rôle des universités, de l'université avec un grand U, avec un U majuscule. En plus de ces missions plus visibles et donc conventionnelles, celles de l'enseignement, celles de la recherche, l'université a un rôle social et sociétal énorme et que les crises permettent de clairement mettre en évidence. La preuve en est. Et quand on parle de résilience et innovation, j'aurais pu vous parler du rôle de nos universités, conjointement, pas du tout en concurrence, face à cette pandémie que nous vivons. C'est un rôle de la recherche, du développement, de l'innovation. Il a fallu à peine quelques mois pour comprendre la source du problème, ce fameux coronavirus, mettre au point les tests. Je suis bien placé ici à l'Université de Liège pour en parler. Les fameux tests salivaires et PCR amplifiés développés par l'université. La vaccination, 9 mois, on va dire maximum 1 an, pour être capable aujourd'hui de vacciner des centaines de millions de personnes. Le traitement, on ne le sait encore, mais c'est clairement par la recherche scientifique qui aboutit à de l'innovation et l'impact social et sociétal. Vous l'avez compris, il y a énormément d'exemples
où on peut parler d'innovation à l'université et son rôle. Mais j'insiste ici, vous voyez, sur ce F. Recherche, développement, innovation et formation. Je vous l'ai dit, la formation par la recherche. Nous avons aussi un rôle de formation et d'information au grand public. Et de nouveau, ce rôle a été sous-estimé jusqu'il y a encore peu. Et je pense que cette prise de conscience du rôle des universités doit être réellement acquise par tous et bien comprise aussi par nos politiques. Financer l'université, financer l'enseignement de niveau supérieur, qu'il soit universitaire ou pas d'ailleurs, financer la recherche au sein des universités, c'est aussi permettre une meilleure société, un meilleur développement et un meilleur contrôle de celle-ci. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Covid, je vais vous parler d'un autre combat. Un combat qui dure déjà depuis quelques années, ma foi. Le combat de nos universités face à la pollution par les plastiques. Je ne vais pas rentrer dans un détail scientifique, chimique ici. Des leçons académiques viendront plus tard. Et j'aurai l'occasion de les aborder plus spécifiquement. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, pour vous y inviter, nous allons nous immerger dans la problématique. Est-ce vraiment le nouveau normal? Vous avez bien vu, c'était bien une fourchette en plastique. Je pense que ça n'appelle pas de commentaires supplémentaires. C'est ça la pollution, visible en tout cas, par les matières plastiques. Et la conséquence est immédiate. Vous l'avez ici à l'écran. Dans le journal Le Soir, en octobre 2019, je lisais une tortue marine morte à cause du plastique. On a retrouvé 104 bouts de plastique dans son corps. Même pendant mes vacances, j'étais ici au Portugal, et qu'est-ce que je vois en face du casino d'Estoril, près de Lisbonne? Sauver la mer, agir maintenant. Effectivement, le problème est planétaire. Le problème est planétaire, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le 7e continent, un continent flottant de matière plastique. En fait, c'est un continent qui se retrouve dans les océans, à 5 endroits essentiellement, le plus important étant certainement celui au niveau de l'agir océanique Pacifique Nord. Vous voyez ici, non loin finalement, des îles hawaïennes. Alors, vous voyez le sens des courants marins, et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, plus scientifiquement, là où les plastisphères. Cette plastisphère est un terme actuellement utilisé pour désigner des écosystèmes constitués en grande partie de composants plastiques créés par l'homme, principalement au niveau des vortex, ces gyres océaniques, de déchets présents à la surface des eaux salines. La densité des matières plastiques, c'est finalement ça une de leurs principales qualités, leur légèreté, et forcément, nombre d'entre eux se retrouvent flottants sous forme de débris qui, sous illumination solaire, avec les va-et-vient des flots marins, vont se broyer, se fragmenter en éléments de plus en plus petite taille et donc vont s'accumuler au cours du temps. Vous avez ici, justement, une vue par-dessous de débris flottants dans l'océan
Pacifique Nord, non loin de Hawaï. Et je peux vous dire que l'épaisseur ici est d'environ 6 à 6 mètres d'épaisseur de matière plastique cumulée. Ce qui a poussé d'ailleurs le journal ici, l'Obs, en 2018, à parler de menaces invisibles. Vous avez ici la vue d'un albatros retrouvé mort sur l'atoll de Midway, dans le Pacifique Nord, après avoir ingéré une multitude de déchets plastiques. Cette photo n'est pas une photo montage, c'est réellement la photo, malheureusement, de la dure réalité. J'étais un peu surpris par le titre choisi par le journaliste, « La menace invisible ». Parce que pour moi, si ça c'est invisible, je ne comprends pas. En fait, il faut bien se rendre compte que cette menace, elle est bien visible et elle est bien expliquée. 10 tonnes de plastique sont produites toutes les secondes dans le monde. Toutes les secondes, 10 tonnes de plastique, ce qui représente 8% de la production de pétrole. Aurore nous l'a dit, la plupart, la quasi-totalité des matières plastiques aujourd'hui sont à base de pétrole, de ressources fossiles, de carbone enfoui. 8,3 milliards de tonnes ont été produites sur Terre depuis 1950, milieu du siècle dernier, démarrage de l'industrie des matières plastiques, de la chimie macromoléculaire industrielle, dont, vous voyez, 8,6 milliards de tonnes qui se retrouvent dans la nature ou stockées dans des décharges. On estime qu'en 2050, c'est après-demain, il y aura 13 milliards de tonnes retrouvées telles quelles de matières plastiques dans la nature. Alors on peut se poser la question, quelle est véritablement la menace? En fait, elle est encore plus invisible que ce que nous avons vu, malheureusement au niveau du petit film que je vous ai montré, de la tortue ou de l'albatros. Il s'agit, et Aurore en a touché mot, la menace des microplastiques, invisibles ou à peine visibles à l'œil nu. Quels sont-ils? En fait, on a repéré leur présence il n'y a pas si longtemps que ça. The Guardian a repris dans un article de vulgarisation une communication parue dans le fameux journal Nature. Et vous voyez, taux record de microplastiques dans l'océan Arctique. Ça, c'était un titre dans le journal Le Monde en avril 2018. Des chercheurs ont trouvé jusqu'à 12 000 particules par litre figées dans la banquise. Vous avez ici un carottage, vous avez la chercheuse ici, Ilka Pecken, et l'intitulé en anglais dans la communication parue dans Nature. Dans 1 litre de cette glace, de la banquise, 12 000 particules, particules plastiques, particules organiques. Et évidemment, on peut s'interroger, mais d'où viennent ces particules? Alors, il y a 2 types de particules. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les microplastiques, dont on s'accorde globalement à dire que la taille maximale ne doit pas dépasser 5 mm, mais vous aurez l'occasion de voir qu'elle est bien inférieure à ces 5 mm. Les microplastiques dits primaires, qui à l'origine sont des particules plastiques usinées en tant que telles, à l'échelle micrométrique, comme par exemple des microbilles en formulation cosmétique, ou encore dans certains dentifrices, mais souvent on retrouve ça dans le domaine cosmétique. Il ne s'agit pas de ces microplastiques ici. Les microplastiques qu'on retrouve dans la banquise, qu'on retrouve dans les océans, ce sont des microplastiques dits secondaires. Ce sont des particules qui vont résulter de la fameuse fragmentation des déchets qui se retrouvent, par exemple, dans les plastosphères, dans les gyres océaniques, dans ce 7e continent, qui, en s'entrechoquant, ils vont s'entrechoquer et vont se dégrader, vont se fragmenter de manière mécanique ou
par illumination solaire, par dégradation UV, et donc ils vont réduire leur taille pour représenter des tailles généralement comprises entre 0,1 micron et 150 microns. Vous voyez, là, c'est invisible à l'œil nu pour une partie d'entre elles. Et ce sont ces microplastiques secondaires qui représentent 99% des contaminants invisibles dans les océans. 99%. Alors on va se dire, ils sont invisibles, c'est pas grave. Mais détrompez-vous. La menace est invisible et insidieuse. En effet, dans son article, la chercheuse précisait ceci. Je l'ai traduit en français. Personne ne peut affirmer avec certitude à quel point ces minuscules particules de plastique sont susceptibles d'être dangereuses pour la vie marine. Pas plus qu'on ne peut savoir pour les êtres humains. Premier constat. Deuxième constat, on sait, et ça c'est une certitude scientifique, que ces plastiques, donc substances organiques à base de carbone, en suspension dans l'eau, ces plastiques ont tendance à fixer des polluants. D'autres agents organiques, hautement nocifs également, mais également fixer des bactéries. Et donc, par voie de conséquence, ces bactéries, souvent de type Vibrio d'ailleurs, ça a été publié récemment, eh bien, que vont-elles devenir? Parce que, évidemment, on a un phénomène de bioamplification avec le risque, par cette concentration, voire cette surconcentration de polluants à la surface de ces particules, ces microplastiques, mais de se retrouver dans la chaîne alimentaire et donc dans nos assiettes. Avec quelles conséquences en termes toxicologiques? Eh bien, les recherches sont lancées. Devons-nous attendre pour réagir ou devons-nous être proactifs? Vous avez compris mon choix. Ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine et je pense qu'avec tous nos collègues actifs dans ce secteur, nous commençons à être entendus. On peut résumer ceci. C'est très simple, vous voyez, le pétrole, la source de carbone initiale, on produit des granulats de plastique, on fait des sacs de sortie de caisse, par exemple, des sacs plastiques. Après l'achat, on les abandonne dans la nature, on les rejette, avec le vent, ils se retrouvent dans l'eau, puis ils sont fragmentés par voie mécanique, par voie photochimique. Ils vont séjourner un certain temps à la surface de l'eau, se retrouver ingérés par des animaux marins et ensuite se retrouver non seulement sous forme de microplastiques, mais également microplastiques pollués en surface dans nos propres assiettes. Là, pour moi, on peut réellement parler de menaces invisibles. Alors, je ne vais pas m'étendre énormément ici, mais d'où viennent-ils? On l'a vu, ils viennent du pétrole. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tous les plastiques ne sont pas à négliger. Heureusement qu'ils sont là. La problématique est surtout la problématique des emballages plastiques. Les emballages plastiques, c'est environ 40% de la production mondiale annuelle. Chaque année, on estime, les chiffres sont difficiles à donner avec précision, une production annuelle de 370 millions de tonnes de matière plastique. Chaque année, donc, on produit industriellement un peu plus de 150 millions de tonnes de plastique pour des usages extrêmement limités dans le temps, l'emballage, le plus souvent à usage unique. Alors, 150, 160 millions de tonnes. Je vais vous donner une petite illustration pour que vous compreniez bien à quoi ça peut ressembler. Imaginons que toutes les matières plastiques soient produites sous forme de cubes pleins, des cubes d'1 mètre de côté, donc 1 mètre cube, la densité des matières plastiques est proche de 1 mètre cube égale 1 tonne. Eh bien, 150 millions de tonnes, eh bien, nous produisons industriellement chaque année suffisamment de cubes pleins
que si on les aligne les uns derrière les autres à la queue leu-leu, on fasse presque 4 fois le tour de la planète. Chaque année, on produit suffisamment de cubes pleins de plastique uniquement pour des applications dans l'emballage pour faire 4 fois le tour de la planète. Avec la conséquence que je vous ai dit dans mes mots introductifs, c'est que la plupart d'entre eux s'accumulent sur la surface de notre planète. Et là, je dis attention. Attention, parce que comme nous le voyons ici, s'il faut 1 seconde pour se débarrasser d'une paille, d'un emballage en frigolite, d'une bouteille plastique, il va falloir des centaines d'années, voire même jusqu'à une estimation, on n'a pas assez de recul pour le moment, mais jusqu'à 1 millier d'années que pour pouvoir éliminer ces matières plastiques qui ne cessent de s'accumuler. Donc, je pense qu'on ouvre déjà, je pense, une certaine conscience face à ce problème. Et donc, clairement, j'insiste ici, quand on parle de pollution au plastique, on parle donc de pollution par les emballages plastiques. Avant tout, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie solution, c'est le non-déchet, l'absence de déchets. C'est une responsabilité collective, mais c'est aussi une responsabilité individuelle, chacun à notre niveau. Je vais être provocant. Trouvez-vous normal de vendre des raisins individuellement? Trouvez-vous normal d'emballer à la vente des demi-avocats, des citrons, des bananes individuellement, des tranches de pain individuellement? Mais si on les vend, c'est qu'on les achète. Responsabilité collective et individuelle. Donc, le premier combat contre la pollution des matières plastiques, il nous revient. Il est de notre ressort. C'est de consommer intelligemment. Ça ne veut pas dire que les emballages doivent être totalement négligés. Je vais éveiller chez vous, que serait ou que deviendrait l'industrie pharmaceutique sans des emballages plastiques? Elle ne serait nulle part. Ce que serait la vaccination aujourd'hui sans de tels emballages? Donc, il y a un caractère nécessaire, mais aussi un superflu. Et ici, je crois que c'est la nature elle-même qui nous dit « help ». Nous devons répondre à ce qu'elle nous fait entendre. Alors, nous essayons. Il ne faut pas dire que nous restons inactifs. Parmi les tendances de manière à revaloriser après usage ces déchets plastiques, vous voyez, il y a le recyclage, il y a la récupération énergétique, qui à eux deux représente environ 70% des déchets plastiques qui sont recyclés ou incinérés, et vous avez encore la mise en décharge. En Europe, les chiffres évoluent favorablement. Je vais vous dire franchement, ce n'est pas suffisant. Mais en Europe, les chiffres évoluent favorablement. Vous voyez ici, en rouge, une diminution qui s'étale ici, le graphe sont des chiffres que j'ai obtenus jusqu'en 2015, de 2006 à 2015. Vous voyez, la mise en décharge a diminué en Europe d'environ un peu moins de 40%. Par contre, la récupération énergétique, l'incinération augmente. Mais ce qui m'importe surtout, c'est évidemment le recyclage. Vous voyez ici en vert, qui augmente de 64%, mais qui est encore en dernier lieu presque à la hauteur du recyclage. Ce qui nous importe, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe uniquement en Europe, c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire. Et là, il y a encore du travail, malheureusement. Alors, quelle est la solution? Y en a-t-il une? Oui, je pense qu'il y en a même plusieurs, et je vais essayer très rapidement de les aborder avec vous. Aurore a eu l'occasion, dans ces quelques mots introductifs, de parler de ces bioplastiques. Alors, définissons-les. Ces bioplastiques se définissent très simplement, il y a eu énormément de débats pour arriver à une définition, comme étant des matériaux, des plastiques, à base de polymères, de molécules organiques de grande taille, issues de ressources renouvelables.
la biomasse, du carbone disponible à la surface de la planète et non pas enfoui dans notre sous-sol. Ces bioplastiques peuvent, en plus d'être issus de carbone renouvelable de biomasse, être biodégradables. C'est-à-dire qu'on va avoir des matériaux à base de polymères dont la durée de vie pourra être contrôlée et limitée dans le temps. De plus en plus, on entend parler, à côté de cette notion de bioplastique, de plastique biobasé, même biosourcé. Ce sont des termes génériques qui tournent autour de la même définition. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un plastique issu de ressources renouvelables qui est biodégradable ou pas. Gardons bien ça à l'esprit. Donc il y a l'origine et le devenir du matériau plastique. Et ça peut être quantifié. Cette terminologie offre l'intérêt de la quantification. Et en tant que scientifique, c'est toujours très utile. Donc un matériau bioplastique est un matériau organique dans lequel les atomes de carbone sont issus de ressources contemporaines, nouvelles, récentes, non fossiles. C'est du nouveau carbone qui trouve son origine par le mécanisme de la photosynthèse, au départ du gaz carbonique atmosphérique et qui va se transformer sous forme végétale. Donc, pour être classifié biobasé, bioplastique, biosourcé, le matériau doit être organique et contenir du nouveau carbone issu de ressources renouvelables. Pas du carbone enfoui dans notre sous-sol, sous forme de gaz naturel ou de charbon ou que sais-je, ou de pétrole depuis des millions d'années. Et ça, ce contenu en carbone biobasé peut être déterminé expérimentalement. Le pourcentage de carbone biobasé dans un matériau, dans un sac poubelle, dans, je ne sais pas moi, dans un flacon de shampoing, peut être déterminé. Comment? Par exemple, en faisant une datation carbone 14. Nous avons d'autres techniques de spectrométrie de masse haute résolution, mais disons que globalement, on peut précisément déterminer le contenu en biocarbone, en carbone nouveau contemporain, dans un matériau. Ce qui veut dire que quand on achète un emballage plastique, il est aujourd'hui possible de déterminer son origine. Soit l'origine est du carbone enfoui, souterrain, du pétrole, soit son origine est du carbone récent, c'est-à-dire une valorisation du gaz carbonique atmosphérique sur une échelle de temps extrêmement courte. Et cette quantification, ma foi, a été extrêmement utile ces dernières années. On a une certification OK Biobase, OK Biobasé. Et alors on doit cela, ici par TÜV Austria, qui à l'origine c'était Vinsot, le groupe Vinsot a vendu son label en 2017 à TÜV Austria. Et vous allez voir, ce logo est très facile à comprendre. Vous allez avoir 1, 2, 3 ou 4 étoiles. Vous voyez ici au-dessus du S0490, vous avez 4 étoiles. Vous pourriez en avoir 1, 2, 3 ou 4. Pourquoi? Tout simplement, quand vous avez un matériau 100% biobasé, ou en tout cas avec un contenu en carbone biobasé supérieur à 80%, c'est 4 étoiles. 3 étoiles, c'est de 60 à 80%, 2 étoiles de 40 à 80% et 1 étoile de 20 à 40%. Et donc, ce n'est pas simplement d'avoir le logo OK biobasé qui importe, c'est d'avoir aussi le nombre d'étoiles qui y sont associées. Et ça, je vais y revenir dans un instant. Vous allez voir qu'en termes de marketing industriel, ça peut être très élégant pour un industriel de dire « moi je vous vends du plastique biobasé ». Donc il va avoir une image, une étiquette verte, alors qu'il n'y a peut-être qu'une seule étoile qui est dans le matériau qui vous est vendu comme si c'était intégralement biobasé. Là où il y a une certification pour le biobasé, il y a également une certification pour le biodégradable.
OK biodegradable. Alors là, on parle cette fois du devenir du matériau. On passe de l'amont, l'origine du matériau, vers l'aval, le devenir. Et quand on parle de biodégradation, retenez bien ce que je vais essayer de vous expliquer ici. La biodégradation dépend de l'endroit où elle va se dérouler. C'est pour ça que c'est totalement illusoire de se dire ce matériau biodégradable, je peux le jeter dans la nature, il va quand même se biodégrader. C'est une erreur à ne jamais commettre. Le tri reste indispensable. Et la preuve en est, ce slide pour moi est un slide clé, c'est que la biodégradation va dépendre du milieu. Comme vous le voyez ici, soit on est au niveau du sol, de l'eau de mer, d'un compost, et encore là on fait la distinction entre le home compost et l'industrial compost. Le compost domestique a une température plus faible que le compost industriel, c'est une question simplement de masse, de quantité de matière en cours de compostage, et donc il faut bien prendre en compte des conditions dans lesquelles se fait cette biodégradation, ce que souvent on omet. Je vais l'illustrer par deux exemples. Le premier exemple, c'est en milieu justement marin, puisqu'on est en train de parler. La biodégradation en milieu marin est testée suivant 4 critères. Alors détrompez-vous, ce n'est pas des tests qui datent depuis des dizaines d'années, c'est tout récent, ça fait depuis 4-5 ans maximum qu'on commence à utiliser ces tests, parce que d'abord il fallait les mettre sur pied et les faire accepter à l'international. Donc la biodégradation en milieu marin va imposer d'abord une désintégration, 90% du plastique fragmenté dans des déchets de taille maximale de 2 mm², et cela en 2 mois et demi. Dégradation biologique, 90% du plastique est converti en gaz carbonique et en eau en 6 mois. L'écotoxicité, c'est très important, aucun effet négatif sur les micro-organismes marins, évidemment il faut maintenir l'activité marine, et alors la composition chimique, on doit éviter la présence de métaux lourds. Pour la petite histoire, il fut un temps où on ajoutait des catalyseurs à base de métaux de transition, des métaux lourds, pour favoriser la dégradation, et on ne souciait pas du tout du devenir de ces catalyseurs hautement toxiques qui se retrouvaient finalement dans le milieu de biodégradation. Ici, c'est en milieu marin. Je vous ai dit que j'allais utiliser une deuxième illustration. En compost domestique, dans votre jardin, derrière chez vous, vous avez votre compost, eh bien, votre matériau, et je vais vous en montrer qui existe, il va être home compostable s'il répond aux 4 critères suivants. Désintégration, vous voyez ici c'est 3 mois, ce n'est pas 2 mois et demi, mais c'est la même taille de fragmentation pour les résidus de plastique. La dégradation biologique, de nouveau 90% du plastique converti en gaz carbonique et en eau en 6 mois. L'écotoxicité, aucun effet négatif sur l'activité des micro-organismes de votre compost, et de nouveau, absence de métaux lourds. Et donc, à chaque éco-label OK Biodegradable, eh bien, vous avez des conditions bien strictes. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on a vraiment des matériaux plastiques qui répondent à de telles conditions? Eh bien, la réponse est affirmative. On est quasiment capable aujourd'hui, grâce aux recherches scientifiques, de refaire l'équivalent de ce que l'industrie nous offre depuis maintenant 70 ans au niveau du pétrole. Alors évidemment, on n'est pas à des tonnages de dizaines et dizaines de millions de tonnes, que dis-je, de centaines de millions de tonnes. Aujourd'hui, on estime qu'on a 8,5 millions de tonnes de bioplastique produits annuellement. 8,5, vous voyez, par rapport aux teneurs dont je vous ai mentionné le chiffre préalablement. Et vous voyez qu'on retrouve, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce slide, mais il est tellement complexe qu'il est à peine visible et lisible pour vous, ça témoigne de la richesse. Mais je vais simplement insister sur 2 d'entre eux. Un que vous connaissez très bien, c'est l'emballage plastique pour les boissons
pétillantes, entre autres, Coca-Cola, j'aurais pu dire Pepsi-Cola, peu importe. Ils se font une guerre, vous savez, au niveau de l'emballage du PET. PET, polyéthylène terephthalate. Il y a 2 briques de construction, 2 monomères, l'éthylène glycol d'une part et l'acide terephtalique de l'autre. Et donc, voilà, et quand vous regardez cette plant bottle, vous voyez, Coca-Cola utilise un logo qui lui est propre, ce logo circulaire, triangulaire, vert, voilà, c'est une bouteille issue de végétal, plant bottle. On se dit, oh, c'est super, c'est biobasé. Wait a minute. Oui, mais une seule étoile. Pourquoi? Parce que vous avez uniquement la composante éthylène-glycol qui est biobasée, l'acide terephtalique est toujours, lui, issu du pétrole. Donc, vous voyez, c'est vraiment une manière de vendre, de rendre vert ce produit, alors que, en soi, il n'y a qu'une petite fraction qu'il est, une seule étoile, de 30 à 40% de composés de carbone biobasé, et d'un autre côté, il n'est pas biodégradable. Spontanément, intrinsèquement, il n'est pas possible de biodégrader, ni en phase aqueuse, ni en compost, ni au niveau du sol, le polyéthylène terephthalate. Alors, existe-t-il des matières plastiques qui sont à la fois biobasées et à la fois biodégradables? Oui, le PLA, le polyacide lactique, le polylactite, qui est un des principaux représentants de ces matériaux 100% biobasés, 4 étoiles au niveau de la certification OK Biobased, et intégralement biodégradables dans les conditions préalablement citées, comme par exemple dans un compost industriel. Vous avez ici le cycle de production, d'exploitation et de transformation de ce fameux PLA, donc qui est à la fois biobasé, 4 étoiles, 100% de carbone biosourcé et 100% biodégradable. Matière première, tout ce qui est à base de sucre, de sucrose, de saccharose de manière plus générale. En Belgique, on peut utiliser les excédents agricoles de la betterave sucrière. En Chine, ce sera plutôt les excédents agricoles de l'amidon de riz. Aux États-Unis, ce sera le maïs. Donc, on peut exploiter toutes ces ressources saccaridiques. Par fermentation, on obtient l'acide lactique. Par une réaction chimique dite de condensation-cyclisation, un monomère, cette brique de construction qu'on dénomme lactite, qu'on va polymériser en PLA et que l'on va transformer aussi bien en emballage rigide, souple, moussé, qu'en fibres, pour des fibres textiles ou en d'autres objets. L'intérêt, évidemment, c'est que après utilisation, après collecte, tri, il est intégralement compostable dans des composts industriels. C'est vérifié, c'est certifié. Donc, vous voyez, il est bien OK Compost, il est OK Biobased, 4 étoiles. Et en plus, on a la possibilité de court-circuiter ce cycle par un cycle de recyclage chimique, c'est que l'on peut collecter le PLA, la bouteille plastique par exemple, la fragmenter dans un réacteur d'hydrolyse acide pour recollecter l'acide lactique. On a ici une firme en Belgique qui s'appelle Galactic, et une de ses succursales qui est Futero, qui permet ainsi de boucler cette boucle plus réduite et de recycler à nombre de fois illimité, à la limite, cet acide lactique et s'affranchir finalement de la ressource qu'est la matière première biobasée. On a cette notion de circularité dans l'industrie des matériaux. Une nouvelle notion récemment apparue, pas seulement dans l'industrie, dans la plasturgie, l'industrie des matières plastiques, mais également dans d'autres types de matériaux. La sidérurgie, par exemple, la reverse metallurgy est un autre exemple. Et là, je peux dire un petit cocorico, la Belgique fut
un des pionniers, pays pionniers dans la production de PLA. Nous furent ici en Belgique les premiers, on est en 2009, à mettre sur pied une unité de démonstration à Ecanaf, non loin de Tournai, Galactique et Futero. Vous avez ici la vue de cette unité de démonstration avec une capacité annuelle à l'époque, il y a 12-13 ans d'ici maintenant, de 1500 tonnes an. Premier processus de production continue par voie catalytique du PLA, résultat de travaux en partenariat avec nos laboratoires à Mons. Et ça a fait des jeunes, si j'ose dire, qui deviennent des grands costauds. C'est que, justement, vous voyez, en mars dernier, on annonçait, Futero annonçait le lancement de sa première usine de production de PLA totalement intégrée en Chine, avec une capacité de 30 000 tonnes an. Et je peux vous dire que pas plus tard que vendredi, j'ai eu l'occasion de discuter avec le patron de Galactique et de Futero, qui m'a annoncé que une deuxième ligne de production complémentaire était déjà en cours de construction, juste à côté de la première, pour accroître la capacité de production à 100 000 tonnes an. Il n'y a pas que Futero. Évidemment, d'autres entreprises sont également actives dans le domaine. Vous avez ici Total qui s'est allié à Corbion, Corbion-Purac, Total France, Corbion-Purac en Hollande, qui démarre leur usine de production de bioplastique. Ce n'est que du PLA. En Thaïlande, vous voyez, Corbion PLA démarre son usine de bioplastique d'une capacité de 75 000 tonnes an. On avait vu la Chine, on a vu la Thaïlande, on a dit mais quoi est l'Europe, où sommes-nous? Eh bien, le 23 avril dernier, il y a moins d'un mois, je pouvais lire Total Corbion PLA se lance maintenant dans une nouvelle capacité de production à Grand Puy en France de 100 000 tonnes par an. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une évolution extrêmement significative, qui reste relativement modeste par rapport aux centaines de millions de tonnes, mais nous sommes vraiment, je pense, à l'aube du lancement d'une nouvelle industrie, celle des bioplastiques. Alors, qu'est-ce que l'on fait avec ce PLA? Eh bien, la plupart des applications, vous vous rendez compte, c'est le domaine de l'emballage. 70% du PLA sont utilisés pour différents types d'emballage, que ce soit au niveau bouteille, bouchon, emballage transparent, pot de yaourt, film, mais également de type emballage de calage, un petit peu comme ce qu'on appelle le polystyrène expansé, mais là maintenant c'est du PLA expansé. Mais on trouve aussi des applications dans l'industrie textile, 23%, et des applications à plus haute valeur ajoutée dans l'automobile, dans le secteur informatique, des télécommunications. Alors je vais être très bref, j'ai pris ici une photo où on voit ici cette robe de mariée est à 100% en PLA. Elle est biobasée, elle est biodégradable. Et je dis souvent, durée contrôlée. Hors de question que cette robe ne se dégrade lors de la cérémonie face à monsieur le curé, évidemment. Et donc vous avez Versace, vous avez énormément de couturiers de grande ampleur, pignon sur rue, qui se sont maintenant impliqués là-dedans, au niveau aussi des souliers, au niveau, je vais dire, des baskets sportives, on retrouve de plus en plus de fibres en PLA. Mais un autre secteur en plein développement, c'est le secteur de l'industrie automobile, et parmi ceux-ci, Toyota est un des leaders. Pas le seul, mais Toyota fut un des premiers industriels automobiles à s'investir dans ce type de recours au bioplastique. Et je peux vous garantir, vous ne verrez aucune différence entre un tableau de bord en PLA, à base de PLA, et un autre tableau de bord de type polyolefine ou PVC. Aujourd'hui, les qualités sont devenues extrêmement comparables. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans d'ici, il faut le dire aussi. Et là, de nouveau, c'est l'innovation par la recherche scientifique. Alors, je me permets de revenir ici pour vous démontrer à quel point
Le chercheur scientifique peut être créatif, peut être inventif et peut innover, c'est-à-dire rebondir, être résilient. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Le PET, il est biobasé, malheureusement une seule étoile, mais là, il y a déjà des travaux qui arrivent de plus en plus, où maintenant les deux monomères, non seulement l'éthylène-glycol, mais l'acide teréphthalique, peuvent être obtenus au départ de bioressources naturelles renouvelables. Il va falloir ajuster le processus de récupération, de purification pour adapter le coût de revient et être compétitif avec l'acide teréphthalique pétrochimique. Mais on y arrive. Donc, tout laisse penser que le PET, d'ici quelques années, pourra accéder non seulement à 2, 3, mais même 4 étoiles. Alors, on a dit, mais il n'est pas biodégradable. Et c'est vrai, le PET, en tant que tel, ne l'est pas. Sauf que, une firme en France, Carbios, a démontré la possibilité de rendre ce polymère par additivation au départ d'enzymes pour provoquer sa biodégradation, par exemple dans des conditions totalement maîtrisées après usage. Je m'en explique. C'est vraiment tout nouveau. En fait, Carbios, et c'est ça que je trouve de manière extrêmement intéressante, se base sur des recherches universitaires qui sont vraiment à la frontière, ou je dirais plutôt à l'intersection entre la science et l'ingénierie des matériaux polymères et l'enzymologie. Entre le bio, d'ailleurs Carbios c'est car de carbone et bios de biologie. Cette industrie jeune, une dizaine d'années, en bourse en France, donc par cette alliance entre science des polymères et enzymologie, est parvenue à quoi? À, évidemment, breveter et communiquer. Ils ont fait la cover du journal Nature il y a environ un an d'ici, parce qu'ils sont parvenus, par voie de modélisation, d'adaptation, d'ingénierie moléculaire, à produire une enzyme dépolymérase capable de digérer en un temps record, je vais vous donner les informations dans quelques secondes, de dépolymériser le PET par voie enzymatique dans l'eau à 70 degrés en 10 heures. Et récupérer les briques de construction dont je vous parlais avant, l'éthylène-glycol et l'acide teréphthalique. Nous collaborons avec Carbios, et donc nous avons réexploité ces briques de construction pour les repolymériser, refaçonner des plastiques, des bouteilles en l'occurrence, et nous avons démontré que les bouteilles ainsi produites étaient à l'identique au niveau des propriétés thermomécaniques que le PET de départ. Je vous rappelle, enfin c'est pas que je vous rappelle, je vous signale que rien que le PET seul, c'est 70 millions de tonnes aujourd'hui. 70 millions de tonnes aujourd'hui. Alors vous voyez ici un essai grandeur laboratoire mené par Carbios. Ils sont basés à Clermont-Ferrand. Là, c'est du PET commercial, post-consumer. Vous voyez, c'est vraiment coloré et tout, des déchets soit de fibres de PET, soit de bouteilles en PET. C'est un réacteur d'1 mètre cube, 72 degrés Celsius, pH tamponné à 8, quantité d'enzymes 0,15% par gramme de PET. Et vous avez l'évolution en haut à droite, où on voit ici, là c'était les résultats, les meilleurs résultats obtenus jusqu'à l'époque. Il fallait des centaines d'heures pour atteindre quelques pourcents de biodégradation, de ce polymère réputé comme non biodégradable à l'origine. Ici, vous voyez, 90% en 10 heures, et nous approchons environ 98-99% de dégradation de ce PET industriel. Alors, ça pousse industriellement. Il collabore avec l'Université de Mons, avec Materia Nova, il collabore avec l'Université de Toulouse. Et donc, l'idée, elle est très simple, elle est schématisée ici.
C'est je récupère mon PET brut, industriel, après utilisation, après tri, après collecte, et je l'additive avec de l'enzyme, et je récupère les monomères de départ, pouvant ensuite être repolymérisés. Je m'éloigne totalement, je deviens indépendant de la ressource de monomère initiale. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Vous voyez, en 2012, les recherches, l'étape, je vais dire, cruciale a été le passage au pilote, vraiment là, l'innovation, essayer de démontrer en passant des quantités d'1 mètre cube. Ils y sont. Ils sont en train de construire, et je pense que c'est aussi très significatif, en partenariat avec Michelin, des pneumatiques Michelin, ils sont à Clermont-Ferrand, cette unité de démonstration de 20 mètres cubes an, et l'objectif est d'être full opérationnel pour traiter de 50 à 100 000 tonnes an de PET industriel, qu'il soit du PET de fibre textile ou du PET d'emballage. Autre exemple de l'inventivité, de la créativité, de l'innovation. Vous vous souvenez, je vais revenir avec le PELA. Le PELA, on a vu qu'il est OK, compost industriel. Si vous prenez du PELA et que vous le mettez dans votre jardin, vous n'allez pas répondre à la certification. La température d'un compost domestique n'est pas suffisamment élevée que pour être effective. Eh bien, ce que Carbios a réalisé, et nous y avons collaboré, c'est qu'ils ont additivé en cours de production de la bouteille, du film, de l'objet en PLA, ils additivent le PLA avec une petite quantité de cette enzyme spécifiquement designée. Donc, vous allez la processer, vous allez avoir votre film, votre bouteille, vous allez l'utiliser comme si de rien n'était, c'est dès la production, et cette fois, grâce à cette additivation, cette enzyme va se mettre à travailler lorsqu'elle va se retrouver dans un compost domestique. Et ce PLA, qui pendant des années était considéré comme, non, le PLA, un peu comme le PET n'est pas biodégradable. Eh oui, on peut le rendre biodégradable. Et bien maintenant, le PLA, qui était considéré comme non biodégradable dans un compost domestique, l'est maintenant. Et c'est ce qui est résumé ici. L'idée, cette fois, c'est d'additiver le PLA avec une très petite quantité d'enzymes. On produit le sac de sortie de caisse, et lorsque vous allez le collecter, pas le jeter par la fenêtre de votre voiture, dans un compost aussi bien industriel que domestique, il va intégralement se biodégrader en 3 mois à plus de 99% de CO2 et d'eau. Et je vous rappelle que ce CO2 et cette eau, par le mécanisme de la photosynthèse, avec l'énergie solaire, c'est exactement ce qu'il vous faut pour relancer le cycle naturel de la production de nos végétaux. Voilà. J'en arrive à la conclusion de cette toute première leçon. Et en guise de conclusion, et avant tout, je vais le répéter, la vraie solution par rapport à toute la problématique que nous venons de voir, c'est le non-déchet, l'absence de déchets. C'est donc une responsabilité de chacun et chacune d'entre nous. Il est important de le signaler ici, car si même les bioplastiques représentent un intérêt certain, j'en suis intimement convaincu, et j'y travaille, je vous l'ai dit, depuis une trentaine d'années, il n'en sera pas moins que leur collecte et leur tri sont et doivent de nouveau être indispensables, et cela impose une éducation, une responsabilité, une discipline individuelle et collective. Ceci est d'autant plus vrai que l'adjectif biodégradable, le logo vert, pourrait, à tort, je l'ai déjà dit mais je le répète, laisser croire que la nature va se charger de l'élimination du déchet. Et donc que tout est possible. Il nous suffit de jeter le plastique en question par la fenêtre.
s'il vous plaît, stop à ces idées aussi fausses que dangereuses. Et au final, je vous renvoie à deux petites phrases, deux citations qui accompagnent mon quotidien. Je les utilise souvent parce qu'elles sont tellement riches. La sagesse de la Terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. Pour ne pas les dissocier. On est interdépendants. Malheureusement, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Et la deuxième m'interpelle encore plus. L'homme cultivé croit toujours qu'il se doit de protéger la nature, alors qu'en fait, il est totalement dominé par cette dernière. Et regardez ce que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie. Je vous remercie pour votre attention.